Bonjour chers parents du 21e siècle et bienvenue à cette édition du 11 novembre 2020. Eh bien aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'aimerais répondre à la question suivante. Permettez-vous à votre enfant de s'objecter? Effectivement, ça ne veut pas dire qu'on doit tolérer ou endurer certains enfantillages ou encore moins des actes de rébellion, donc de l'entêtement qui remet en question votre autorité parentale. C'est pas de ça que je suis en train de parler. Dans quel contexte un enfant a le droit de dire non ou remettre en question une décision de ses parents? Eh bien, votre enfant a le droit de dire non s'il accepte, si pour lui c'est clair, que c'est papa et maman qui décident, que c'est papa et maman qui ont le dernier mot. C'est eux qui vont trancher. Donc, à ce moment-là, s'ils le savent, s'ils sont conscients, s'ils ont développé cette attitude-là, je pourrais dire cette attitude de respect, à ce moment-là, c'est une bonne chose de laisser un enfant amener, par exemple, un nouveau point de vue, suggérer quelque chose, demander d'en appeler. Est-ce que je peux en appeler de ta décision? Pourquoi j'ai une information ici que peut-être tu n'as pas tenu compte? Je veux le valider. Je veux savoir si tu as tenu compte de cette information-là que je vais valider. Par exemple, est-ce que je peux aller chez mon ami ce soir? Et là, à quelle heure vas-tu revenir? Ah, vers 10 heures. Maintenant, les parents peuvent dire non, je pense que c'est trop tard. Et si l'enfant dit est-ce que je peux en appeler? Est-ce que tu es consciente que ses parents vont être là? Tu peux les appeler. Eux, ça ne les dérange pas. Ils sont à l'aise avec ça. Ah! Là, il y a une information qui peut-être va vous permettre de réviser votre décision. Ce n'est pas parce que votre enfant vous demande de réviser votre décision qu'il est nécessairement qu'il est en train de manifester de la rébellion, qu'il est en train de s'opposer à votre leadership, à votre autorité. Il est tout simplement en train de, premièrement, exprimer ce qu'il pense, ce qu'il croit juste, et il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'être rassuré en ce que vous tenez compte de ce qu'il a à dire et qu'au bout de la ligne, c'est vous qui avez le dernier mot. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les parents ne sont pas appelés à briser la volonté de leur enfant, mais les parents sont appelés à les former, à collaborer au bien commun de la famille d'abord et avant tout, parce que c'est une réalité quotidienne, le vécu se passe en grande partie à la maison. Évidemment, il y a l'école à ce moment-là, mais on veut qu'il contribue au bien commun de sa classe, de sa communauté scolaire, évidemment. Ça fait partie également de la mission familiale, ça fait partie de ce qu'on veut inculquer. C'est ça qu'on veut inculquer à nos enfants, qui puissent être des êtres qui ont appris à collaborer au bien commun. C'est ce qu'on veut voir comme fruit dans leur vie. Et donc, un enfant qui va se plier sans contester, ça ne fera pas de lui une personne souple. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait appel à sa réflexion et à sa sensibilité. Une personne souple, c'est justement quelqu'un qui va prendre le temps de réfléchir et être sensible au contexte, aux nuances. Et c'est ce qu'on veut. On veut des enfants qui sont responsables, qui apprennent à réfléchir et qui sont sensibles à la réalité du contexte, aux nuances qui se présentent devant lui et qui se présentent dans plein de situations de la vie. Parce que on veut que nos enfants puissent exercer un sain jugement. Un enfant qui a appris à collaborer va devenir souple. Un enfant qu'on a forcé à se plier devient très souvent hostile et rebelle. Donc, ça, c'est important à considérer. Maintenant, quand je mentionne qu'un enfant a le droit de remettre en question une décision, par exemple, c'est pas qu'on le laisse décider à notre place, c'est qu'on lui donne le droit de s'exprimer. Il a besoin à ce moment-là, quand il remet en question une décision ou une consigne qu'on a donnée, il faut comprendre qu'il a besoin d'être rassuré et il veut savoir si vous savez où vous vous en allez. Il veut vérifier ça. Et donc, j'aimerais vous partager
des indicateurs ou des ingrédients essentiels qui composent une saine éducation, une éducation saine. C'est important. Et vous allez voir, c'est quelque chose qui va revenir dans ces capsules radiophoniques. Eh bien, d'écouter son point de vue, de prendre le temps de l'écouter, de respecter qui il est, puis de lui offrir l'occasion de coopérer, de collaborer. Ça, ce sont 3 éléments, 3 ingrédients fondamentaux qui vont faire en sorte que la relation parent-enfant va se bâtir sur des fondements qui sont sains, qui sont respectables, qui sont honorables. On n'est pas appelé justement à faire en sorte que nos enfants se sentent irrités par nos décisions, qui manquent de nuances, qui manquent de contexte. Et donc, ils ont besoin de voir qu'on est ouvert, mais puisque c'est nous qui prenons les décisions, eh bien, il doit y avoir un respect autour de ça. Maintenant, évidemment, s'il n'a jamais l'occasion de pouvoir s'exprimer, s'il ne se sent jamais respecté dans qui il est, dans sa personnalité, dans ce qu'il distingue, eh bien, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir de la frustration au bout de la ligne. Et ce n'est pas toujours l'enfant qui est responsable de ça. Parfois, on l'a provoqué. Et il faut faire attention en tant que parent, en tant qu'adulte, nous. C'est pour ça que c'est très important de distinguer entre l'enfantillage, qui est de l'immaturité, parce qu'il n'est pas rendu à un développement, il n'est pas un adulte encore, surtout s'il est en bas de 9 ans. Et ça, il faut comprendre. Tandis que la rébellion, c'est une résistance. Il y a un refus de collaborer. Maintenant, son refus de collaborer, est-ce qu'il vient du fait qu'on lui dit toujours non, du fait qu'il ne se sent pas écouté? Et c'est là que nous, on a un rôle à jouer, un rôle d'analyse à faire du moins dans les circonstances. On ne veut pas qu'un enfant renonce à ses désirs. On veut qu'il les canalise. Hein? Ce n'est pas de l'empêcher d'avoir du plaisir. Non, on veut qu'il ait un plaisir sain, par exemple. On veut qu'il renforce sa volonté parce que c'est ce qui va lui donner de résister à des mauvaises influences. Donc, on veut qu'il développe une volonté, une fermeté de caractère. Maintenant, c'est souvent en négociant avec les parents qu'il va développer cette force de caractère. Ce qu'il faut, tout simplement, c'est d'encadrer, si on veut, ces discussions ou ces, entre guillemets, saines négociations. Donc, plus il va justement, on va le renforcer dans sa volonté, eh bien, plus il va être capable de résister aux mauvaises influences parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il doit sentir que vous tenez à lui en tant qu'enfant et que vous considérez son ADN, sa personnalité, son caractère. Et ce qui est important, c'est que pour former sa conscience, puis qu'il puisse se développer, pour que sa volonté puisse prendre une forme tellement riche que ça va faire de lui un être qui va collaborer au bien commun, bien, il doit voir en nous un modèle d'amour, de sagesse, d'assurance, d'intégrité, de moralité, de créativité aussi, d'intelligence, de patience et de respect. Je sais que c'est exigeant, mais savez-vous quoi? Quand on est parent, on apprend autant que les enfants. On apprend sur nous-mêmes, on apprend sur nos limites, on apprend sur notre besoin de l'autre, de notre conjoint, de notre conjointe. On apprend qu'on a besoin d'un ensemble plus grand, la famille élargie, ce qu'on appelle le village. Hein? On ne peut pas éduquer un enfant sans un village, donc on a besoin d'une communauté élargie. Et c'est ce que ça met en lumière, c'est ce que ça met en valeur. Donc, nos limites ne sont pas des obstacles, mais ce sont des tremplins pour justement se laisser nourrir et aussi chercher à améliorer la relation, le contact, à améliorer la qualité d'éducation qu'on veut donner. Et pour ça, bien, on doit développer une qualité d'éducation. On doit s'éduquer. En tant que parent, c'est important de s'éduquer, d'apprendre des gens qui sont sages autour de nous. Et aussi, ça peut être par des livres, ça peut être par, justement, des capsules radiophoniques. Alors, un enfant a besoin d'un interlocuteur. Il va se sentir en sécurité en présence d'un adulte et surtout d'un adulte en qui il a confiance. Donc, c'est important d'entretenir un lien de confiance. Comment on nourrit un lien de confiance? Eh bien, en tenant notre parole, en étant cohérent, est-ce que nos actions sont cohérentes avec nos paroles? Et ça, c'est le plus grand défi en tant que parent.
Mais pour surmonter ses angoisses, lui, un enfant, là, et ça c'est bien important, il a besoin de se sentir écouté et rassuré. Il a besoin des bras de ses parents. Un enfant qui sanglote dans un coin, là, qui va pleurer tout seul et sans personne à qui confier sa détresse, eh bien, n'arrivera pas à évacuer son chagrin. Il a besoin de quelqu'un. Il a besoin d'un interlocuteur, d'un vis-à-vis et surtout d'un vis-à-vis qui a une maturité plus grande que lui pour le rassurer. Donc, et ce qu'il faut comprendre également, c'est que pour un enfant, le présent et l'avenir se confondent. Pour lui, là, c'est tellement loin si on y parle quand il va être adulte, là, c'est dur pour lui de se lancer aussi loin. Et donc, il n'est pas en train de comprendre que demain, ça peut être différent. Donc, ce qu'il vit au présent, c'est ce qui va toujours le suivre dans sa tête, dans sa compréhension d'enfant. Par exemple, quand un enfant est tout petit et il voit ses parents partir, ils font garder l'enfant, puis l'enfant se met à pleurer. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il dit « Hey, ils ne reviendront jamais ». Ou ça va être tellement long avant qu'ils reviennent. Quand l'enfant ne se sait pas, ne se sent pas aimé, eh bien, il peut penser que ça va toujours être comme ça. Il ne pourra pas être aimable puisqu'il ne se sent pas aimé. Pour lui, quand il perd quelque chose, il l'a perdu pour toujours. Ça ne pourra jamais être remplacé. Ça ne pourra jamais être pareil. Puis c'est pour ça que s'il veut un biscuit tout de suite, puis il ne l'a pas dans sa tête, il ne l'aura jamais. Et ça, c'est important de comprendre que l'enfant vit dans un univers qui est différent du nôtre. On a oublié énormément de choses de notre enfance. Et parce qu'on a développé justement une capacité d'analyser, une capacité de réfléchir, une capacité, une logique qui a pris une certaine dimension, une maturité. Et c'est nos enfants qui sont, par exemple, en bas de 14 ans, n'ont pas ce recul-là qu'un enfant de 14 ans ou, je dirais, un adolescent de 14 ans et plus est en train de développer. Alors, dans son besoin de rassurer, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas les arguments rationnels qui vont faire en sorte que ça va couper ses angoisses, mais ce qu'il a besoin, comme je le disais tout à l'heure, c'est de l'écoute et de la compréhension. Ça, c'est vraiment important. Alors, plus vous allez être à l'écoute, puis vous allez chercher à comprendre où est-ce qu'il veut en venir, eh bien, plus que vous allez faire de lui un allié. Et donc, de moins en moins, il va s'objecter par rébellion. Et vous allez de plus en plus discerner sa motivation derrière ses objections. C'est ça qui est important. Puis quand vous lui montrez que vous comprenez, que vous compatissez, par exemple, à ses craintes, eh bien, vous lui transmettez un message rassurant. C'est ça qu'il a besoin. Parce que l'enfant, quand il se sent rassuré, là, eh bien, vous allez vous contribuer à créer un climat ou contribuer une complicité. Vous êtes en train de créer le pont pour qu'il se développe une saine complicité entre vous et lui. Parce que s'il vous fait confiance, là, et puis il s'en remet à votre expérience de vie, fait confiance que vous avez une longueur d'avance sur lui, eh bien, il suffit que vous allez lui dire « Écoute, ça va bien aller ». Et là, ça va le rassurer. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on doit dire n'importe comment, là, comme une phrase qu'on sort comme une baguette magique. Parce que si on lui dit ça, puis ça va mal le lendemain, bien, à force de l'entendre, il va dire « Ouais, elle me dit ça, mais je ne le crois pas parce que ce n'est pas ça que je vis. » Mais je vous dis, dans un contexte où est-ce que vous savez où est-ce que vous vous en allez, puis vous lui dites « Hey, écoute, demain, c'est une autre journée. » Vous pouvez même lui partager des expériences que vous avez vécues comme enfant où est-ce que les choses ont changé. Parce que, n'oubliez pas, parce que quand un enfant vit dans le présent, il n'est pas capable de prendre des décisions en prévision du futur. Il a besoin d'une confirmation, il a besoin justement d'être rassuré en disant « OK, aujourd'hui, ça va mal, mais demain, ça peut aller mieux. Il y a des choses qu'on peut changer pour que ça aille mieux. » Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nos enfants, là, jusqu'à l'âge de 9 ans, ce qu'ils ont appris, la grande partie de ce qu'ils ont appris, c'est par mémorisation. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils ont fait des liens. Ça se développe en vieillissant, ça, par exemple. Mais jusqu'à 9 ans, beaucoup de ce qu'ils ont appris, ils l'apprennent par mémorisation. Et c'est pour ça que si vous
vous ne lui dites pas de ne pas oublier sa boîte à lunch, par exemple, eh bien, ça se peut qu'il l'oublie. Et à force de le répéter, il ne l'oubliera pas parce qu'il a mémorisé que c'est important de ne pas l'oublier. Mais c'est pour ça que je vais en venir avec le temps qui reste que, oui, il a besoin d'être rassuré, mais nous, on a besoin de développer en lui le sens de la coopération. Et encore une fois, ça passe par l'écoute et le soutien. Et là, je vais aller dans l'intelligence genrée, donc dans les distinctions entre les garçons et les filles. Parce que les filles qui ont l'impression qu'elles vont devoir se débrouiller toutes seules avec leurs problèmes vont avoir tendance à se replier sur elles-mêmes. Tandis que les garçons, eux autres, vont avoir tendance à fuir en devenant turbulents. Puis je vais développer ces deux aspects en parallèle. Les filles qui ont l'impression qu'ils vont se débrouiller avec leurs problèmes parce que, justement, les parents n'ont pas été suffisamment disponibles, qui n'ont pas été suffisamment à l'écoute, n'ont pas respecté qui ils étaient, n'ont pas tenu compte du contexte et pour leur offrir des occasions de coopérer, de collaborer, eh bien, ce que ça fait, c'est que ces filles-là vont se replier sur elles-mêmes, vont se sentir particulièrement abandonnées. Donc, ils vont faire une fixation sur leurs faiblesses puis leurs défauts, puis ils vont avoir de la difficulté à accepter qui ils sont. Qu'est-ce que ça va amener? Quel piège ça va les amener à tomber, par exemple, dans la boulimie, dans le commérage, dans les relations instables, même dans certains cas dans la dépression. Et ce qu'elles vont faire, elles vont utiliser leur pouvoir de séduction pour se sentir désirées par les garçons. Les garçons, eux autres, de leur côté, vont avoir tendance à fuir en devenant turbulents, comme je disais tout à l'heure. Donc, ils vont être dissipés, ils vont être réfractaires à l'autorité, donc rebelles, et vont devenir inévitablement vulnérables aux mauvaises influences. Ce que ça va produire dans leur comportement, c'est de l'agitation, de l'hyperactivité, de l'angoisse. Ils vont perdre leur capacité de concentration. Ils vont avoir, dans certains cas, des comportements agressifs ou violents. Ils vont être fascinés par le sexe et la drogue. Donc, voyez-vous que tout ça, ces comportements-là qui sont plus négatifs, les conséquences qui sont plus négatives, viennent du fait que les enfants ne se sont pas sentis écoutés, ne se sont pas sentis respectés dans leur identité, puis on ne leur a pas offert, on ne les a pas amenés à grandir dans un environnement où est-ce qu'ils sont appelés à coopérer. Pourquoi ils sont appelés à coopérer? Bien parce que ça met en valeur leurs dons, ça met en valeur leurs habiletés, ça met en valeur leurs capacités, ça met en valeur qui ils sont pour le bien commun. Et tout ça passe par justement le fait d'être sensible à ce qu'ils ont à nous dire pour qu'ils se sentent écoutés, compris, qu'ils se sentent aimés, accueillis. Et là, ce que ça produit dans ce temps-là, quand on les écoute, quand on respecte qui ils sont, puis on leur donne l'occasion, on les éduque pour qu'ils puissent collaborer au bien commun, eh bien, à ce moment-là, il se développe une saine complicité avec nous, les parents. Évidemment, je peux vous dire une chose, je vous partage ces points de vue-là, d'une part, par expérience, pas seulement parce que j'ai eu des bons coups, mais parce que j'ai manqué. Combien de fois j'ai repoussé mes enfants en disant « Non, non, tu vas arrêter de chialer, là. Non, 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 je ne veux pas t'entendre. Non, non, c'est assez de t'objecter. » Et que je leur ai fait du mal parce que je n'ai pas pris le temps de les écouter. À la fin, j'aurais pu dire non parce que j'avais peut-être l'assurance ou la conviction qu'il fallait que je dise non. Mais dans le processus, je me suis mal pris. Et maintenant, j'essaye d'apprendre de mes erreurs. Alors, si vous voulez communiquer avec moi, vous pouvez m'écrire à ericlantier@marsvenuscoaching.com, ericlantier@marsvenuscoaching.com, et vous pouvez utiliser cette adresse si vous voulez, par exemple, prendre part au soutien de cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM. Sur ce, chers auditeurs, chers amis qui sont sur Facebook, sur YouTube, sur Décentré et sur les autres réseaux sociaux, eh bien, je vous dis merci et à la semaine prochaine. Au revoir.